Il est 19 h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous suivre dans cette édition. Vous avez tous subi hier soir les coupures d'électricité à répétition. Il aura fallu de longues heures à EDM pour rétablir la situation, mais l'impact, notamment chez les professionnels de la restauration, a été lourd. Les explications de Laini Seydachim et Anastasia Laguera. Ce matin, les restaurants de la place reprennent peu à peu leurs activités. Mais la coupure générale d'hier soir a laissé des traces. En cuisine, les équipements de certains établissements ont pu pallier un moment à l'arrêt du courant. En salle, la clientèle n'était pas au rendez-vous. On a été obligé de faire à la bougie et au gaz. Heureusement, on a plusieurs délaitières qui fonctionnent au gaz. La plancha fonctionne au gaz, donc ça a été. Il y avait beaucoup moins de monde et très compliqué pour la caisse. On a divisé par 4 la soirée. Au lieu de fermer à minuit, on a fermé sur les coups de 22 h, donc 2 heures d'activité sans rien. Donc les gens, on les a servis à la bougie et puis à un moment, les pompes à bière, tout ça ne pouvait plus fonctionner. Donc on a décidé de fermer. J'ai perdu à peu près 50% de mon chiffre d'affaires de la journée. Au-delà de la perte qu'ont subie les professionnels, dans les souvenirs des plus anciens, la durée du blackout reste exceptionnelle. Ça fait 12 ans que je suis là, j'ai été confronté à pas mal de choses ici. Aussi longue que ça, peut-être pas. Bon, moi, ce que j'avais peur, c'était surtout au niveau des frigos, parce que j'ai des grands frigos où j'ai toute ma marchandise, matière première dedans. Donc ce qu'il y avait à craindre, c'était ça. C'est un incident technique entraînant l'arrêt d'un disjoncteur à la centrale de Badamier qui était à l'origine de la coupure. Électricité de Mayotte explique avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour réalimenter les clients dans les meilleurs délais. Ça se situe au niveau du câble sous-marin qui arrive de Badamier à Longoni et cela a entraîné un arrêt sur petite terre. Nous avons voulu rétablir à partir de Longoni le fonctionnement de Petite Terre et au moment où nous avons fait la manœuvre, il y a eu effectivement une coupure généralisée sur l'ensemble de l'île. Il a donc fallu gérer la crise et mobiliser une quarantaine de salariés afin de localiser les pannes, les isoler, les traiter. Dès 19 h 30, grâce à la redondance du réseau, nous avons pu commencer à réalimenter un certain nombre de personnes. Il y a eu 9 groupes électrogènes et puis 6 camions qui ont été mobilisés dès 22 h pour, au cas où la crise aurait duré, cela nous aurait permis d'apporter une aide complémentaire via ces groupes électrogènes à certaines personnes. Le courant a été rétabli pour les 44 000 clients d'EDM au milieu de la nuit. Des clients qui s'interrogent aujourd'hui de plus en plus sur la récurrence de tels blackouts en 2018. Un petit cours d'histoire avec le centenaire de la Première Guerre mondiale. Des Mahorais y ont-ils participé? C'est ce qu'ont cherché à savoir les élèves de 3e du collège de Kaweni. Ils ont effectué une visite aux archives départementales. Ce sont des élèves de Kanikeri. Un moment chargé d'émotion et de curiosité que nous racontent Andiat Banaïssa et Daniel Abdou. Ces élèves de 3e dans les locaux des archives départementales pour comprendre la Première Guerre mondiale 1914-1918 et son évolution, mais surtout comprendre si des Mahorais y ont participé et comment. Ils ont regardé les archives, écouté les explications des responsables, posé des questions souvent pertinentes, notamment sur la vie au front, loin des familles. Des connaissances en plus de la leçon d'histoire apprises en classe. J'ai compris que Mayotte avait participé à la guerre et pendant la guerre, ils faisaient partie d'une province à Madagascar, donc d'une colonie, et ils ont participé à la guerre. Ils sont partis le navire est parti de Somalie, arrivé à Madagascar, et la traversée a duré 23 jours. Donc en arrivant là-bas, ils se sont arrêtés à Marseille. Et ils sont arrêtés dans une ville, je me rappelle plus. Ouais, voilà, Saint-Raphaël. Et juste le temps de s'habituer au climat et de pouvoir s'habituer à l'endroit en question. Un travail pédagogique important a été fait et des échanges très intéressants s'en sont suivis. L'objectif, c'est de montrer aux jeunes que les Mahorais, ils ont été importants dans cette défense de la France et
C'est pour cela d'ailleurs on met en place la journée de la défense. Donc c'est très important pour les jeunes de savoir que Mayotte fait partie intégrante de la France. On a vu qu'il n'y a pas que l'histoire de la France métropolitaine, mais il y a aussi l'histoire des Outre-mer qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Qui sont ces Mahorais? Étaient-ils des militaires? Sont-ils partis se battre de leur propre gré? Effectivement, on sait que selon les archives, qu'il y a eu environ 1000 personnes qui seraient parties de la province des Comores de 1914 à 1918, en comptant les citoyens français, donc les créoles. On a des noms comme Alonso ou Giraud ou Dachry qui sont partis de Mayotte, certains qui ne sont pas revenus. C'est plus tard, à partir de 1915, on a commencé à mobiliser les autochtones qui étaient dans la province des Comores. Donc là, on parle des musulmans mahorais ou bien de ceux qui n'étaient pas musulmans, mais les locaux. Donc ces locaux-là, c'était plutôt des personnes, ceux qui ont accepté de partir, c'était plutôt ceux qui avaient des conditions de vie très difficiles, qui travaillaient sur les plantations. Donc les ouvriers agricoles qui sont partis massivement parce qu'on finançait, on les payait pour accepter de participer à cette guerre, mais aussi on finançait leurs familles qui étaient restées sur place. À l'occasion du centenaire de la fin de la guerre, ces élèves prendront part demain à Dzaoudzi à la cérémonie commémorative. Rappelons que cela fait 2 ans que ce collège de Kanikeli travaille sur l'historique de la guerre 14-18, la Première Guerre mondiale. À propos du centenaire justement de celle-ci, notre équipe a cherché à savoir ce que pensent les Mahorais de l'armistice. En voici quelques réactions. Oh mon Dieu, pas du tout. Vous savez pas? Pas du tout. Alors, moi, c'est férié. Je sais que c'est un jour férié, mais je ne sais pas pourquoi. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Hein. C'était une guerre assez violente avec beaucoup de tueries. Je sais qu'il y a eu pas mal de soldats qui ont été dépêchés de notre côte, à l'occurrence dans les dom-toms. C'est un conflit qui a commencé entre la France et puis l'Allemagne, qui s'est ensuite généralisé au niveau mondial. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est le duc Ferdinand, je ne me rappelle plus en fait. Ça a commencé, je crois, au niveau de la Prusse, ouais, c'est ça? Ou je ne me rappelle plus, peut-être que je confonds les deux avec la Deuxième Guerre mondiale. Mais en gros, voilà, c'est les quelques petites connaissances que j'ai, si je ne confonds pas. Il y a un grand rassemblement de tous les chefs d'État, avec notre président Macron, pour commémorer ce jour-là. C'est l'armistice de la Première Guerre mondiale. Alors, quel souvenir vous avez? Vous avez sûrement étudié ça à l'école. Qu'est-ce que vous avez comme connaissance sur la Première Guerre mondiale? Bon, je connais déjà les dates, 14-18. Puis je sais que la France l'avait perdu. Et je sais pas trop. Corsair à Mayotte, c'est fini. La compagnie privée d'autorisation de vol entre La Réunion et Madagascar a décidé mercredi soir de supprimer sa desserte qui lui permettait de rentabiliser ses vols vers notre département. Une décision lourde de conséquences pour les Mahorais. Les précisions avec Yasmine Diafar. Corsair quitte définitivement le ciel mahorais après 30 ans. La compagnie n'a plus les autorisations de se poser sur le sol malgache. De ce fait, venir à Mayotte ne serait pas rentable pour la compagnie. Une annonce choc et brutale avec un lot de conséquences, à commencer par les 6 personnes qui se retrouvent au chômage. Les Mahorais, eux, ils vont payer le prix fort. Et moi, je suis contre ce genre de politique. C'est toute l'économie de l'île qui va en pâtir. Parce qu'on ne peut pas concevoir un développement harmonieux d'un département comme Mayotte sans désenclaver l'île.
Avec le départ de Corsair, le nombre de compagnies aériennes reliant Mayotte-Paris se réduit à 3, Air Madagascar, Kenya Airways et Air Austral. Ces 3 compagnies qui se sont alliées récemment pour développer les dessertes du continent africain vers l'océan Indien. Une nouvelle stratégie initiée par Air Austral, accusée de vouloir régner en maître dans le bassin. Les compagnies aériennes telles que Corsair et bien d'autres qui veulent venir à Mayotte ne pourront pas venir et de surcroît, il faut le dire, c'est qu'on favorise le monopole d'une compagnie régionale réunionnaise. C'est de la responsabilité de l'État de favoriser la continuité territoriale. Connue pour son danger et considérée comme un frein majeur du développement économique de l'île, la piste trop courte de l'aéroport de Pamandzi ne peut pas accueillir les Boeing 747 de Corsair affectés à la zone océan Indien. Que l'État puisse investir une bonne fois pour toutes ici à Mayotte. Les moyens sont là, les fonds structurels, ils sont là, mais encore faudrait-il qu'il y ait une bonne volonté politique de faire aboutir une bonne fois pour toutes le projet de la piste longue pour l'aéroport de Mayotte. Une compagnie en moins dans le 101e département lorsque les Mahorais souhaitent plus de concurrents pour bénéficier de tarifs plus compétitifs. Corsair ne viendra plus, mais affirme déjà son ambition de renforcer sa présence sur le marché réunionnais. La saison touristique a démarré avec le balai des paquebots et des touristes de plus en plus nombreux pour découvrir l'île au lagon. Pour la 2e année consécutive, la compagnie Fred Olsen Cruise Line, compagnie norvégienne indépendante, a choisi Mayotte parmi les escales de son navire Boudica dans les îles Vanille. Le reportage de Laini Saïdachim sur les images signées Youssouf Ahmed Matouar. Ce sont des touristes pressés. Les hôtesses d'accueil tentent de proposer des excursions de dernière minute aux passagers de Boudica qui ont choisi de rester sur Mamoudzou. J'essaie de leur faire découvrir la pointe Mahabou et aussi d'aller à Ingouja. Mais je leur demande d'abord ce qu'ils ont envie de voir. Parce qu'il y a aussi les baobabs, les 3 baobabs, je crois. Mais après, c'est tout. Mais je dois vous laisser parce que je dois aller chercher. Allez. Les autres, la majorité des croisiéristes, sont partis à la visite de notre île. Les artisans et producteurs qui exercent sur le front de mer regrettent ce passage éclair. Je suis un petit peu choqué parce que j'ai vécu le dernier passage des croisiéristes à Diego et j'ai vu des personnes partir avec des VTT, des vélos. Ils ont pris leur vélo, ils sont allés en ville, ils se sont promenés au marché et c'est des choses qu'on devrait mettre en place à Mayotte. C'est pas normal, Diego n'est pas plus sécurisé que Mayotte. Donc je ne comprends pas qu'à Madagascar, ces gens-là descendent, ils se promènent, ils consomment, ils vont marcher, ils mangent des choses dans des conditions, je ne peux même pas vous dire, il n'y a aucune garantie de sécurité. Et à Mayotte, on est quand même département, on fait partie du RUP, il n'y a pas ça. Je ne sais pas comment ça se passait parce qu'ils sont venus dans la voiture, dans le bus, ils sont partis. Après là, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'espère bien qu'ils viennent pour consommer après, quoi. Les institutions qui encadrent le flux de touristes rassurent. Qu'ils soient excursionnistes ou non, l'important c'est que tous les touristes découvrent Mayotte d'une manière ou d'une autre. Les bus que vous avez vus passer là, qui ont pris des croisiéristes, ce sont des croisiéristes excursionnistes qui ont acheté déjà la prestation dès le départ auprès d'une agence réceptive qui est Baobab Tour. D'accord ? Donc quand ils arrivent, ils ont déjà l'itinéraire organisé, l'itinéraire identifié avec un timing bien défini. Donc c'est tout à fait normal que les bus arrivent, qu'ils embarquent les croisiéristes et qu'ils partent. Il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus par rapport aux artisans qui exposent parce que ces croisiéristes-là font leur excursion, ensuite reviennent au niveau du paquebot et prendront le temps de visiter les stands et d'acheter si besoin est. Et ceux qui ont bien voulu nous accorder un instant ont plutôt une bonne image de notre île au parfum. C'est très coloré, plein de couleurs. J'ai eu la chance de voyager à travers le monde. J'aime découvrir la culture locale. J'aime bien explorer tout ce côté culturel. L'engouement que suscite cette première arrivée de bateaux de croisière montre bien la volonté des professionnels du tourisme mahorais de s'impliquer davantage dans leur activité.
Et maintenant, direction Tsingoni pour vous faire visiter un lieu historique, la mosquée. Ce lieu de culte qui fait partie du patrimoine mahorais est considéré comme la plus ancienne mosquée de France. D'importants travaux sont à l'étude pour sa réhabilitation. Le coût des opérations à hauteur de plusieurs millions d'euros est entièrement financé par l'État. Le reportage de Gervais Nucheux et Sheridan Lui. La salle est exiguë, mais le lieu historique. C'est ici que bat le cœur de l'islam de Mayotte. Il y a 8 siècles, ces 4 murs sortaient de terre pour accueillir des musulmans venus prier. Le mihrab, lui, date de 1538. Si on entre dans cette mosquée, on pense des gens qui sont passés qui faisaient la prière ici, qui ont enseigné l'islam à Mayotte. Et on passe l'histoire de l'islam à Mayotte. Alors ça augmente la foi. Plusieurs tombes sont contiguës à la salle de prière. C'est des membres de la famille d'Ahmed Fakir, alias Mounié Mela, connu pour avoir développé l'enseignement de l'islam à Tsingoni. Le sultan Issa, l'auteur de l'agrandissement de la mosquée au XVIe siècle, est lui aussi enterré ici. Le sultan Issa, c'est un arabe musulman, sûrement, qui est arrivé ici à Mayotte vers le milieu du XVIe siècle. Le sultan Issa, qui a vu qu'il y avait déjà une mosquée, a agrandi cette mosquée et puis lui a offert un mihrab pour que la mosquée devienne une mosquée royale. La mosquée de Tsingoni est la mosquée la plus ancienne en activité de France. Elle a été classée monument historique il y a 3 ans. Les travaux de restauration de ce site vont être engagés très prochainement. Il y a 3 phases. On a la rénovation de la toiture de la nouvelle mosquée. On a des travaux pour les études pour la restauration de l'ancienne mosquée. Et puis il y a la rénovation du minaret. Donc l'enveloppe, le coût de l'enveloppe, c'est 2 290 000. 100% État. Pour l'instant, on est en phase de démarrage. Le maître d'œuvre est notifié et donc nous allons commencer prochainement à travailler avec lui. Vous savez qu'à peu près on commence dès lundi, on prend contact avec lui et ça va durer 5 semaines pour tout ce qui est phase avant-projet. Avec sa mosquée, Tsingoni se considère comme le berceau de l'islam sunnite à Mayotte. Un islam de plus en plus menacé par l'extrémisme. Le cadi de la commune met en garde contre le discours de la haine. On ne nous a jamais dit de taper quelqu'un ou de tuer quelqu'un, ça c'est pas un bon musulman. Et là, nous on est là pour apaiser ça, on ne veut pas de problèmes, on ne veut pas de conflits. Contrairement à quelques lieux de culte à Mayotte, la mosquée de Tsingoni n'est pour leur part l'objet de convoitise de la part des musulmans radicaux. Les habitants de cette commune du centre-ouest de l'île espèrent qu'elle demeurera un havre de paix, même après les travaux de réhabilitation. La beauté est universelle, ont dit les sages, et cela se confirme même si on est en situation de handicap. Et pour mieux rejeter les a priori, l'association ADAPI organise un concours de beauté Miss Handicap, une manière de démontrer qu'on peut vivre avec une déficience physique ou mentale sans sombrer dans la fatalité. Voyez ce reportage de Hachim, Seyd Hachim et Shiradin. Elles sont 12 jeunes personnes, handicapées mais femmes avant tout. Elles ont fait le choix de se présenter au concours Miss Handicap. Une mise en train, donc vraiment faire en sorte à ce qu'elles puissent s'exprimer, entre guillemets, et donner le ton pour la suite, pour qu'elles se sentent à l'aise déjà, et voilà, qu'elles sachent, qu'elles prévoient que dans la chorégraphie, il y aura plein de gestes et qu'elles devront s'adapter. Elles sont femmes au foyer et cette participation au concours de Miss Handicap est comme un défi. Je participe à ce genre d'événement pour être avec des amis et rompre avec l'isolement. C'est la première fois que ce concours est organisé à Mayotte. À l'époque, que l'handicap c'était un tabou, mais maintenant ce n'est plus un tabou. Il faut que tout le monde sorte, il faut que tout le monde joue, il faut que tout le monde danse et on fait le quotidien comme tous les autres. C'est pourquoi on a organisé
Miss, quoi. La personne qui aura lieu là, qui sera Miss Handicap Mayotte, va participer au Miss concours au niveau national. Parce que là, on a invité aussi Miss France pour venir à Mayotte. Du coup, elle sera là aussi par rapport à cette action. Miss France Handicap. Oh oui, Miss France Handicap. 3 jours de répétition intensive sont programmés les 21, 22 et 23 novembre prochains. Le concours se déroulera le 24 novembre à la MJC de Mgombani. Un mot de football pour vous annoncer la victoire de Bandélé sur le score de 3-0 cet après-midi en finale de la Coupe de Mayotte féminine. Un score sans appel donc aux dépens de l'Union culturelle et sportive de l'Abattoir. Le match a eu lieu à Chiconi. Belle performance donc de ces jeunes demoiselles de la Petite Terre. De quoi réjouir quelques-uns de nos, plutôt ces jeunes demoiselles de Bandélé. De quoi réjouir, j'allais dire, quelques-uns de nos amis en régie qui viennent de ce petit joli coin de l'île Bandélé. Voici les réactions d'après-match. Les joueurs s'expriment au micro d'Anastasia Laguera. Nous, on est en Régional 2 et on est très fiers de nous parce qu'on est allé jusqu'au bout et on a gagné la finale. Oui. Et qu'est-ce qui vous a permis de gagner justement? C'est quoi qui a fait que vous avez pu gagner? C'est la cohésion du groupe. On est... J'avais dit que le match, ça se jouera mentalement. Celui qui sera garder son calme et poser son ballon et jouer, garder ce sang-froid qui va remporter le match. Et Bandélé a su le faire. Il a calmé son jeu, il a joué les occasions qu'il a eues, il a pu le mettre au fond. Du coup, je leur félicite de leur victoire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée sur la première notamment.